Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale américaine. Je pense que vous la connaissez sans doute et vous consommez peut-être d'ailleurs de ces produits tous les matins. Il s'agit de Kellogg's. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous pouvez même télécharger la fameuse liste des Dividend Kings que j'ai répertoriée. Il y en a à peu près 38 sociétés qui font partie donc des Dividend Kings, si je ne dis pas de bêtises. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action donc de Kellogg's est de 63,79 $. Alors concernant le petit historique de l'entreprise, donc Kellogg's Company ou Kellogg's tout simplement est une multinationale américaine qui est spécialisée donc dans l'agroalimentaire et elle vend donc notamment des céréales de petit déjeuner. Donc, elle a vu le jour en 1906. Concernant les effectifs, elle comptabilise à peu près 33 500 collaborateurs à travers le monde. Et donc ici, on passe directement aux dernières news qui pourraient potentiellement nous intéresser. Donc, on va remonter ici. Donc, octobre 2017, Kellogg's annonce l'acquisition pour 600 millions de dollars de Chicago Bar Co., une entreprise spécialisée donc dans les barres céréalières diététiques de marque RX Bar. En avril 2019, Ferrero acquiert les activités de biscuits de Kellogg's pour 1,6 milliard de dollars. En octobre 2021, l'entreprise est secouée par une grève importante demandant principalement la fin du double système de rémunération. Donc la direction de Kellogg's décide début décembre de licencier 1400 employés qui ont refusé de valider l'accord de l'entreprise qu'elle avait présenté pour mettre fin à cette grève. Et dernière en date, en juin 2022, Kellogg's annonce sa scission en 3 nouvelles entreprises, l'une pour le snacking, une sur les céréales de type déjeuner et sur les produits végétaux. Et en décembre 2022, Kellogg's annonce son intention de se séparer de ses activités en Russie pour les vendre à Chernogolavka, si ma prononciation est bonne, à la suite de l'invasion donc de l'Ukraine avec la Russie actuellement. Donc concernant les chiffres, on verra les véritables chiffres mis à jour juste après, mais on voit clairement que l'entreprise est implantée, donc ces usines sont implantées partout à travers le monde, donc aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, anciennement en Russie. On voit également en Thaïlande, en Corée du Sud, au Japon, en Inde, en Chine, en Équateur, au Mexique, en Colombie, au Venezuela, au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie. Donc on voit beaucoup aussi Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Europe. Donc on voit que l'entreprise est quasiment implantée, également en Afrique, donc sur tous les continents. Donc vous voyez, ce genre d'entreprise, comme la majorité finalement des multinationales, quand vous investissez dedans, indirectement, vous êtes positionné sur plusieurs continents et également sur, pas forcément que sur le dollar, mais également sur d'autres devises. Alors ici, on passe donc sur TradingView. Donc si vous voulez faire plus de recherches concernant Kellogg's, le ticker donc de l'entreprise, c'est tout simplement K. Alors ici, on voit donc le graphique de Kellogg's depuis 1968. Donc on voit toutes ces années jusque dans les années 84. Donc pendant une quinzaine d'années, on va dire c'est plutôt le calme plat quand on regarde sur le long terme. Et on voit ici à partir des années 84-85 le premier, en tout cas pour Kellogg's, le premier marché haussier qui arrive à un plus haut de l'époque donc historique aux alentours de 50 $, alors qu'il était aux alentours des 4 $. Donc on voit clairement à l'époque, donc entre 1984 et ici à 50 $, 49-50 $, on voit une progression de plus 1128% concernant la croissance de l'entreprise. Donc c'est tout simplement énorme. Et on remarque ici, donc juste après le plus haut historique clairement touché de l'époque, en janvier 98, on voit clairement donc une chute drastique donc du prix, puisqu'en l'espace de, on va dire 2 petites années, l'entreprise, donc sa valeur perd quasiment 60%, c'est juste énorme.
Et on voit que juste après, donc début des années 2000, on repart sur un nouveau marché haussier. Alors ici, on voit la crise des subprimes qui a quand même impacté l'entreprise, mais quand on regarde finalement sur le moyen terme, ça a tout de suite été ravalé, entre guillemets, pour aller atteindre finalement, aller chercher un plus haut historique de 87,67$ précisément. Donc ça, c'était en juillet, août, septembre, donc 2016, donc où le plus haut historique a été atteint, et on voit ici, donc on est redescendu. Donc alors, le second marché haussier a été aux alentours des plus 303% concernant la valeur donc de l'entreprise. Et donc, entre le plus haut historique connu en 2016 et le prix actuel, on voit qu'il y a une baisse de moins 28%. Donc, c'est pas non plus énorme finalement. Ça reste, on verra par la suite si l'entreprise est à sa juste valeur ou surévaluée. Mais depuis 2016, on va dire en 6 années, elle n'a pas perdu tant que ça. Et on voit que finalement, sur le long terme, la croissance est quand même assez impressionnante. Donc comme dit, moins 28, un petit moins 30% de perte de sa valeur par rapport à son plus haut historique de 2016, surtout à la période que nous connaissons actuellement. On voit que c'est une entreprise qui finalement lutte quand même contre l'inflation, et ça c'est plutôt positif. Alors maintenant, on passe ici donc sur dividende.com pour continuer notre analyse. Donc on voit l'entreprise, donc Kellogg's, verse un dividende annuel de 2,40$ donc par action. Et donc le rendement actuel de l'entreprise, donc c'est-à-dire le dividende par rapport au prix actuel, est de 3,71% de rendement, ce qui est plutôt pas mal effectivement. Alors concernant ici le average price recovery, c'est très très rapide, donc ça veut dire qu'il faut 7 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc ça c'est également très positif, parce que ça veut dire que le marché réagit très bien finalement à cela. Concernant le payout ratio, c'est également très positif puisque l'entreprise est à 55,66% de distribution, donc ça veut dire que sur tous ses bénéfices, elle ne prend, voilà, entre guillemets, que la moitié de ses bénéfices qu'elle redistribue à ses actionnaires, lui permettant finalement, déjà dans un premier temps, d'avoir une marge de sécurité de quasiment 50% au cas où, admettons, les années futures seraient beaucoup plus compliquées, si elle veut continuer à satisfaire ses actionnaires. Mais également, les 50 autres pourcents restants de ces bénéfices vont permettre soit de continuer à faire des acquisitions, des fusions, etc. Mais également de continuer à investir dans tout ce qui est recherche et développement, de nouveaux produits, de nouveaux céréales, etc. etc. Donc c'est également très positif. Donc on voit ici, concernant l'augmentation des dividendes de façon croissante, ça fait 19 années consécutives que donc Kellogg's verse des dividendes de façon croissante. Encore, on va dire 6 années, et elle arrivera donc dans la fameuse liste non exhaustive des aristocrates dividendes. Donc c'est plutôt un bon début. Concernant les dividendes, ils sont versés de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et on voit par contre, concernant le secteur donc, des consommations, on voit que le secteur en général est lui à 1,89% en termes de rendement. Et donc Kellogg's fait beaucoup mieux puisqu'on se retrouve à 3,71%. Alors ici, vous voyez, augmentation donc du dividende de Kellogg's de 1,7%. Donc on va dire que le conseil d'administration a validé une nouvelle année d'augmentation donc du dividende de Kellogg's. Donc de 59 centimes pour la dernière fois, le dernier versement au mois de juin, le 15 juin. Donc le prochain versement qui aura lieu donc le 15 septembre. Il sera donc de 60 centimes. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est même plutôt conservateur, mais ça veut dire dans un autre temps que finalement l'entreprise est plutôt bien gérée. On verra par la suite les chiffres, bénéfices, chiffre d'affaires, etc. Mais si vous faites le cumul sur les 10, 15, 20 dernières années, eh bien l'entreprise verse des dividendes et de façon croissante, donc au fur et à mesure du temps, avec les effets boule de neige des intérêts composés, mais en fait les rendements sont de plus en plus intéressants.
De plus, si l'on regarde ici les notations des analystes, on voit concernant la sécurité du dividende, en tout cas ici sur dividende.com c'est noté A+, concernant le rendement, donc l'attractivité du rendement, puisqu'on est aux alentours des 3,7, quasiment 4%, noté également A, surtout dans cette période où en fait, vous avez quand même beaucoup de sociétés qui ont explosé à la hausse et donc les rendements, pour celles qui versent des dividendes, eh bien les rendements sont littéralement faibles. Alors ici, concernant le retour sur les, on va dire les 5 dernières années, c'est également noté A. Et ici, concernant le potentiel rendement, également noté A par les analystes. On passe maintenant donc à l'historique du versement des dividendes de Kellogg's. Donc on voit ici, donc vous voyez, entre 2022 et 2023, donc c'était 59 centimes par trimestre, donc forcément 4 trimestres ici. Et donc pour septembre, ici vous voyez septembre, donc ce sera 60 centimes comme on l'a vu précédemment. Donc en 2022, Kellogg's a versé 2,34$ donc de dividendes. En 2021, 2,31 $. En 2020, 2,28, donc on voit légère augmentation, pareil que celle qui doit arriver donc dans quelques mois pour le mois de septembre, 1,3%, donc c'est pas énorme. Ici 2019, 2,26 et on voit donc de 2019 à 2020, augmentation de même pas 1%. Donc on voit que finalement l'entreprise est quand même très conservatrice sur ces augmentations. 2018, 2,20 $. 2017, 2,12, donc 3,7% d'augmentation entre 2017 et 2018. 2016, 2,04 $, donc quasiment 4% d'augmentation entre 2016 et 2017. 2015, 1,98, 3% donc d'augmentation entre 2015 et 2016. 2014, 1,90, et là on est à 4,2% entre 2014 et 2015. Donc on voit finalement grand maximum, on peut le constater ici pour 2014 avec 5,5%. On voit que grand maximum, la croissance n'est que de, entre guillemets, 5,5%. Donc on peut effectivement dire que c'est conservateur et que ce n'est pas forcément important par rapport à d'autres entreprises que nous avons vues ensemble où on se retrouve avec des 10, 15, 20%. Mais après, tout est relatif dans le sens où ce genre de société, au bout d'un moment, elles sont obligées de ralentir la croissance de leurs dividendes parce que sur le moyen long terme, ce n'est pas tenable. Donc ici, 2013, 1,80 $. 2012, 1,74 et on voit donc de 2012 à 2013, 3,44% d'augmentation. 2011, 1,67, donc entre 2011 et 2012, 4,19%. 2010, 1,56, là on voit une hausse un peu plus importante, donc de 2010 à 2011, 7% d'augmentation. 2009, 1,43 $ de dividendes, donc de 2009 à 2010, quasiment du deux chiffres, donc on est à 9%. 2008, 1,30. Et donc là, entre 2008 et 2009, vous voyez 10% d'augmentation. 2007, 1,20. Donc de 2007 à 2008, 8,15%. Et on continue. Donc ici, 2006, 1,13 $ par action. 2005, 1,06. Donc on voit de 2005 à 2006, 7%, de 2006 à 2007, 5,7%. Donc on voit aussi également que ça peut jouer de décennie en décennie. La décennie qu'on a vécue, l'augmentation n'était pas forcément importante, grand maximum 5%. Et la décennie, entre guillemets, de, on va dire, des années 2000 jusqu'à grand maximum 2010, 2012, on voit que l'augmentation était sans doute plus importante, quasiment jusqu'à 10% d'augmentation. Alors ici, on passe maintenant donc sur Morning. Donc alors ici, vous avez vu donc rendement 3,7%, comme vu précédemment. Concernant la sûreté du dividende, Morning a noté 13 sur 20 concernant la sûreté du dividende. Et du coup, concernant la croissance par contre du dividende, le potentiel est plutôt moyen. Donc pour Morning, noté 11 sur 20. Donc on l'a vu finalement, le potentiel de croissance, c'est finalement sur les dernières années, on voit grand maximum 5% d'augmentation pour une année. Et sinon, la moyenne calculée sur les 5 dernières années concernant la croissance du dividende, donc de Kellogg's, elle n'est, vous voyez, donc que de 2%. Et finalement, c'est plutôt cohérent par rapport à la note potentielle donc de moyen, c'est-à-dire 11 sur 20.
Donc concernant la capitalisation de l'entreprise, elle vaut 22 milliards de dollars sur le marché. Son ratio court par rapport à ses bénéfices est de quasiment x27. Et donc le bénéfice par action est lui de 2,42 $ par action. Donc concernant les comparaisons des performances donc entre Kellogg's, les différents indices et le secteur en général, donc Kellogg's fait moins 10% sur une année, alors que le S&P 500 fait plus 8%, le Nasdaq fait lui plus 16%, et le secteur donc des consommations fait lui plus 6%. Donc on voit que sur un an, le retour n'est pas très bénéfique pour Kellogg's. Et le retour donc des performances sur les 5 dernières années, Kellogg's fait plus 9%, quand les indices, donc le S&P 500 fait plus 57%, et le Nasdaq fait plus 105%, et également le secteur des consommations fait lui plus 61%. Donc même sur les 5 dernières années, Kellogg's est beaucoup moins performant que les indices et le secteur en général. Alors ici, je m'attarde un petit peu donc sur la concurrence pour voir les différentes analyses. Donc on a vu ici Kellogg's. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a également dans le même domaine d'activité, donc Hormel Foods Corporation, qui lui est très connu. Et vous avez donc Heineken également, et McCormick. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est également très connue. Et donc on voit le comparatif, puisque finalement concernant la capitalisation entre Kellogg's et ces trois-là, la capitalisation est quasiment pareille, ça se joue à 2 milliards de dollars près sur le marché. Concernant les PER, donc ici, on l'a vu tout à l'heure, donc 22, quasiment x27 pour Kellogg's, on est à x23 pour Hormel's, 16 pour Heineken, et par contre un peu plus important, ici on est quasiment à 35, donc 34,65 précisément pour McCormick. Concernant le rendement actuel du dividende, donc 3,7 pour Kellogg's, Hormel Foods 2,66%, concernant Heineken 2,58 et 1,77% pour McCormick. Et donc ici la notation sur la sûreté du dividende, donc vu précédemment 13 sur 20 concernant la sûreté du dividende pour Kellogg's, alors que Hormel Foods on est sur du 19 sur 20, si je ne dis pas de bêtises ça doit être une dividende king, je ne suis pas sûr, à vérifier mais je pense. Concernant Heineken on est également à 13 et 16 pour McCormick. Et ici donc concernant la croissance du dividende, donc Kellogg's vu précédemment également 11 sur 20, quand Hormel Foods donc est estimé à 13, Heineken 8 et McCormick 11 également. Donc on voit que finalement, à part Hormel Foods qui, à voir si je ne dis pas de bêtises, mais en tant que dividend king, la sûreté du dividende, sinon pour tout le reste, en termes de comparaison sur les différentes données, on voit que c'est quasiment équivalent. Donc concernant ici la valorisation de l'entreprise, je ne vais pas me répéter, mais on voit ici donc tout ce qui est en vert, c'est la potentielle zone de sous-évaluation, en jaune la potentielle zone de surévaluation. Le prix réel de l'action, c'est la courbe ici en noir, vous voyez, et donc la juste valeur théorique, potentiellement théorique, est en bleu. Et on voit que finalement, ça colle quasiment, l'entreprise n'est pas forcément surévaluée, elle est même, j'ai envie de vous dire, à un prix plutôt correct. Donc on voit ici également l'historique du versement des dividendes. Donc on voit la croissance depuis 2004 et on voit 2001, 2003 et 2004, on était à 1,01 $. Donc il y avait une stagnation. Et après, donc depuis 2004, on voit l'augmentation du versement des dividendes. Mais chose également intéressante, donc c'est pas parce que finalement il n'y a que 19 années consécutives d'augmentation des dividendes que juste avant l'entreprise ne versait pas de dividendes. Comme là on peut le constater ici, pendant 2-3 années, elle a sans doute stabilisé son versement de dividendes, mais elle verse sans doute des dividendes depuis beaucoup plus longtemps que ça. Vous voyez ici, dividendes sans interruption depuis plus de 30 années consécutives. Donc finalement, même si pendant quelques années, vous pouvez avoir une société qui stagne son dividende, c'est pas forcément négatif en soi, il faut analyser davantage, voir si par exemple l'entreprise n'a pas pour objectif d'acheter une autre société ou de faire une fusion, une acquisition, etc. Ce qui permettrait justement de ne pas dépenser d'argent pour ses actionnaires, mais directement d'investir dans la future acquisition.
Donc ici, concernant les finances, alors ici on voit le chiffre d'affaires, donc depuis 2013, on voit que finalement la société s'en sort plutôt bien. Vous voyez ici, c'est plus un chiffre d'affaires qui est en stagnation. Alors il reprend ici, on le verra par la suite, depuis peut-être 2-3 ans. Mais sinon, ce n'est pas du tout un chiffre d'affaires qui s'effondre. C'est une société qui est, Kellogg's, je pense très clairement, à maturité dans son secteur d'activité. Ici, concernant le free cash flow, donc le free cash flow, c'est le flux de trésorerie, c'est ce que l'entreprise possède dans ses caisses littéralement. Et donc ici, on voit finalement de 2013 à 2018, c'est plutôt stable. Enfin, on va dire de 2013 à 2017, c'est plutôt stable. Baisse en 2019, réaugmentation assez importante en 2020. Bon, bah, il y a eu aussi également l'année du Covid, donc il y a eu énormément de consommation. Et ici, donc 2021-2022, stabilisation. Mais on voit que, comme dit précédemment, c'est une société qui est sans doute à maturité parce qu'il n'y a pas non plus de fluctuations importantes. Et on peut également le constater sur le bénéfice par action qui, depuis 2013, de 2013 à 2022, alors ici c'est à moitié puisque l'année n'est pas finie, on est à la moitié de l'année, mais on voit que de 2013 à 2022, en fait, il y a une légère augmentation, mais sinon c'est plutôt stable, donc la maturité est clairement là. Alors ici, on passe directement sur Yahoo Finance pour continuer à analyser les données. Donc ici, au niveau des éléments financiers, on retourne donc depuis 2019, donc entre chiffre d'affaires et bénéfices. Donc en 2019, on voit que la société, donc Kellogg's, a généré 13,58 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice, lui, de 960 millions de dollars. En 2021, on voit donc légère augmentation, passant à 13,77 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour un bénéfice qui est également en augmentation puisqu'il passe à 1,25 milliard de dollars. Et 2022, on voit également donc une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires, passant à 14,18 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et également un bénéfice en augmentation, passant lui à quasiment 1,5 milliard de dollars de bénéfices. Donc on voit que même si voilà, il y a une certaine maturité, et également on a vu une certaine concurrence sur le marché, c'est une société qui est quand même reconnue au niveau des marques, etc. Et on voit qu'elle continue son développement et sa croissance. Donc la valeur ici, on continue. Donc la valeur de l'entreprise est estimée à quasiment 30 milliards de dollars, 29,21 précisément. Et vous voyez, chose intéressante, pourquoi finalement l'entreprise n'est pas surévaluée et même à son juste prix finalement. Parce que quand vous prenez donc la valeur de l'entreprise et que vous divisez par le chiffre d'affaires, donc le dernier chiffre d'affaires, le ratio n'est que de 1,84 fois. Alors que quand vous avez une entreprise qui est littéralement surévaluée, on peut se retrouver avec des ratios de 4, 5, 10, 15 fois. Et donc là, clairement, ce n'est absolument pas le cas. Alors concernant la rentabilité de l'entreprise, on voit que finalement la marge bénéficiaire est quand même assez petite. Alors après, il y a énormément d'intermédiaires, les produits, la distribution, etc. Ce qui forcément bouffe la marge. Et donc la marge bénéficiaire est de 5,46% et la marge d'exploitation qui, elle, là est calculée sur les 12 derniers mois est de 9,49%. Donc, chose également importante dans le compte de résultat, ici on voit la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires qui est établie et calculée sur les 12 derniers mois. On est à plus 4,60%, donc ça confirme finalement la croissance que l'on a vue sur le graphique précédent. Et également ici la croissance trimestrielle, donc là par contre ce sont les bénéfices, et également sur les 12 derniers mois, on est quasiment à 10%, on est à 9,5 précisément. Alors concernant ici les détenteurs, donc c'est-à-dire les fonds ou les personnes qui détiennent des actions de Kellogg's, donc on voit les meilleurs détenteurs institutionnels, donc on a Kellogg's Foundation, on a BlackRock forcément, après ce sont toujours les mêmes qui reviennent, vous avez également Vanguard Group, State Street, Wellington Management, ici, et concernant donc les détenteurs donc, de fonds communs de placement, donc là ce sont les ETF, donc vous avez Vanguard Total Stock Market Index, Vanguard Mid Cap, Vanguard 500 Index Fund, Vanguard Fenway, beaucoup de Vanguard effectivement, iShares MSCI US,
Vanguard toujours, ça fait 3, 4, ça fait 5 Vanguard, c'est quand même assez important. Vous avez le Van Eck ETF Trust ici. Donc Fidelity 500 Index également. Donc là, ce sont pour les détenteurs, donc les ETF. Si vous investissez dans des ETF, vous allez retrouver donc dans ces ETF Kellogg's. Alors pour terminer ici, j'ai trouvé une news qui est très récente puisqu'elle date donc du 3 août. Et donc c'est par rapport à la hausse des bénéfices et des ventes de Kellogg's sur le deuxième trimestre. Et donc ici, Kellogg's a publié donc les résultats de son deuxième trimestre et le chiffre d'affaires et le résultat sont en nette augmentation donc d'année en année. Les bénéfices ont dépassé l'estimation du consensus. Tandis que les ventes, par contre, ont manqué la même chose. Donc grâce à de solides résultats au premier semestre et à des tendances qui sont robustes, la direction a relevé ses prévisions de vente et ses bénéfices pour 2023. Donc la direction est sur la bonne voie avec la séparation de l'activité céréalière en Amérique du Nord. Et donc Kellogg's a déclaré un bénéfice ajusté donc de 1,25 $ par action, ce qui est finalement supérieur à l'estimation qui était de 1,11 $ pour les analystes. Et donc le résultat net a également augmenté puisqu'il a augmenté de 6% par rapport aux chiffres donc, de l'année dernière. Et donc ça c'est également très positif. Alors pour terminer et pour conclure finalement, donc Kellogg's est clairement une multinationale connue et reconnue, tout le monde en consomme, ça il n'y a rien à dire là-dessus. Après à voir, est-ce que l'entreprise est arrivée à maturité? On a vu que le prix n'est pas forcément surévalué, donc c'est potentiellement pour les personnes souhaitant investir ou ayant cette société dans leur watchlist, potentiellement intéressante. Après, concernant le dividende, certes, il est versé depuis, on va dire, une petite vingtaine d'années de façon croissante. La croissance, par contre, n'est pas extraordinaire depuis les 10 dernières années. Elle varie entre 1 et 5% grand maximum. Mais c'est plutôt cohérent également, puisque finalement, on voit qu'il y a à peu près 50, grand maximum, je dirais 60% de versement des bénéfices, donc c'est-à-dire le payout ratio. Et donc l'entreprise est plutôt conservatrice, donc ça c'est également un point important et positif. Après, la question est de savoir comment l'entreprise peut continuer à évoluer sur un marché qui est premièrement concurrentiel et avoir des opportunités, donc c'est-à-dire trouver ou créer de nouveaux produits, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!